On teste, on développe un goût. On se connaît de mieux en mieux, on comprend quel genre, quels univers on aime. Mais et si ça pouvait nous enfermer ? Et si on finissait par développer de fausses croyances sur nous-mêmes ? Pas tout de suite évidemment, plutôt sur le long terme. Est-ce que vous avez déjà pensé devant un jeu vidéo, ou est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « c'est pas mon genre de jeu, ça a l'air intéressant, mais j'aime pas trop les graphismes ». Pourtant, à force de faire toujours la même chose, on risque de s'ennuyer. Avec l'expérience, c'est plus difficile pour les jeux vidéo de nous surprendre, et c'est bien normal. Et c'est en partie pour ça, pour garder sa passion et sa motivation à jouer, que varier les genres est important. Mais varier les genres, ce n'est pas que pour contrer l'ennui. Ça va bien plus loin et on verra plus tard comment ça peut aussi contribuer à une communauté soudée et aider les idées innovantes dans l'industrie du jeu vidéo. À la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous ayez envie d'explorer au-delà de vos habitudes pour accomplir quelque chose pour vous-même, mais aussi pour nous toutes et tous. Et je vais tâcher de vous donner des exemples personnels pour ancrer tout ça dans du concret. Quand j'étais petite, je jouais à des genres de jeux très différents. Jeux de plateforme, de rythme, d'action, de stratégie, de simulation, RPG. Je ne sais pas si c'était comme ça pour vous aussi, mais tous les jeux semblaient m'apporter quelque chose. J'ai aussi eu mon premier coup de cœur pour Final Fantasy VII. Et je me souviens que quand on me demandait « c'est quoi ton genre de jeu vidéo ?», je répondais « les RPG ». En grandissant, j'ai affiné mes goûts. Il y a des genres que j'ai délaissés comme les jeux de course, de sport, de stratégie, etc. au profit d'autres genres comme les jeux d'aventure, de simulation, de gestion ou de plateforme. Et chaque personne a un profil de joueuse ou joueur avec ses centres d'intérêt propres. Et ces préférences vont nous influencer dans nos choix. Ça peut être très utile car ça nous aide à trouver les jeux qui nous conviennent, mais parfois ça peut nous faire passer à côté de très bons jeux. Ou au contraire, nous orienter vers des jeux qui semblent cocher tous les critères de notre liste du jeu idéal, mais finalement qui ne nous marquent pas plus que ça. L'idée, ce n'est pas de dire que c'est mal d'avoir des goûts. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de remettre de l'intentionnalité dans nos choix, de prendre du recul sur notre pratique du jeu vidéo qu'on a depuis 5, 10, 20 ans voire plus, afin de sortir du pilote automatique. J'aime bien voir le parcours d'une joueuse ou d'un joueur comme une personnalité qui évolue ou un art qui se perfectionne. Je vous propose de prendre un stylo et de noter sur un papier non pas les genres qui vous plaisent, mais 3 choses que vous aimez faire dans les jeux vidéo et la sensation que ça vous procure. Et vous pouvez mettre 2-3 jeux comme référence. Par exemple, voici ce qu'il y a sur ma propre liste. Ce que j'aime, l'exploration, parce que ça me fait ressentir un sentiment de liberté. Et des jeux qui m'ont fait ressentir ça, c'est par exemple Zelda Breath of the Wild, Outer Wilds ou Spiritfarer. J'aime aussi les choix impactants, car je me sens vraiment immergée dans ces jeux. C'est par exemple Life is Strange 1, Lost Records Bloom and Rage. J'aime aussi le challenge, la performance, parce que ça me donne un sentiment de puissance et de maîtrise. Par exemple, dans Final Fantasy VII Remake, The Long Dark ou Celeste. Si je vous ai demandé de vous concentrer sur ce que vous aimez plutôt que sur les genres, c'est pour encourager l'exploration. Pour une même sensation, par exemple la puissance et la maîtrise, je vois bien dans la colonne exemple de jeu que ce n'est pas propre à un genre spécifique. Final Fantasy VII est un RPG, The Long Dark un jeu de survie et Celeste un jeu de plateforme. On aura toutes et tous un tableau différent, l'idée c'est de prendre ce que vous aimez et ce que vous ressentez pour orienter vos choix. Donc la prochaine fois que vous hésitez à tester un jeu, posez-vous la question: est-ce qu'il y a des éléments de ce jeu qui vont me permettre de me sentir libre, de me sentir en maîtrise, etc. selon ce que vous avez mis dans votre propre tableau. Cette façon de choisir vos jeux pourrait bien vous surprendre et vous pourriez trouver des points communs là où vous pensiez qu'il n'y en avait pas. Je vais vous partager une anecdote pour illustrer ça. En écrivant pour cette chaîne, j'aborde des sujets transversaux comme le rôle de la nourriture dans les jeux vidéo par exemple. Et en faisant mon analyse, j'ai trouvé des points communs entre les Sims, qui est un jeu de simulation de vie, et le mode survie de The Long Dark. Pourtant, on pourrait penser que tout oppose ces deux jeux. Mais en creusant, j'ai vu qu'ils exploitaient des mécaniques similaires de jauge de besoin ou de personnalisation du personnage et qu'ils faisaient beaucoup appel à l'imagination de la communauté en ne donnant aucun objectif précis. Ce qui les distingue vraiment, c'est la philosophie du jeu et sa difficulté. Je trouve que quand on voit les jeux comme ça, les frontières deviennent de plus en plus floues. C'est moins ce jeu versus un autre, mais plutôt un ensemble de caractéristiques au service d'une vision globale qu'on peut apprécier ou non, mais qu'on respecte car on la comprend. Un autre exercice que je vais vous demander maintenant, c'est de noter ce que vous ne ressentez pas ou quasiment pas en jouant et que vous aimeriez ressentir plus. Est-ce qu'il y a des jeux que vous vous interdisez? Et si oui, pourquoi? J'ai déjà entendu des personnes me dire « Oh là là, j'ose pas lancer ce jeu car j'ai peur d'être nul ». En général, ça concerne les jeux où la performance est importante, comme les jeux de plateforme ou de survie. Si c'est ce que vous ressentez, je ne peux que vous encourager à essayer sans vous juger.
Utilisez le mode facile si c'est nécessaire. Vous avez le droit de vivre votre propre expérience de jeu de la façon qui vous convient. Peut-être qu'en pratiquant, vous allez vous améliorer, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas. Votre expérience ne sera pas moins valide qu'une autre, elle sera unique. Par exemple, je n'ai pas joué aux jeux d'horreur pendant longtemps. Pourtant, j'aime les éléments d'horreur. C'est en jouant à des jeux horrifiques, qui suggèrent l'horreur plutôt qu'ils ne la montrent, comme Dredge ou Killer Frequency, que j'ai pu trouver un juste milieu entre mes limites et l'attention propre à ces jeux. Dans Dredge, vous incarnez un pêcheur qui rend des services aux habitants d'une région maudite, et la nuit, les eaux se transforment en territoire hostile avec des monstres et des visions. Dans Killer Frequency, vous êtes un animateur de radio qui tente d'aider les victimes d'un tueur en série, en l'absence de la police qui est partie trouver des renforts. Il y a aussi certains jeux que j'aurais voulu faire à leur sortie, mais je n'avais pas de console. J'ai donc regardé des let's play pour The Last of Us, et j'ai apprécié le dosage entre l'action et le côté apocalyptique du jeu. Ce ne sont peut-être pas les jeux qui font le plus peur sur le marché, mais ils m'ont permis de ne pas totalement exclure l'horreur de mon répertoire. Ça nous permet de mieux comprendre notre propre expérience de jeu, mais aussi l'expérience de jeu des autres. Je suis persuadée que ça peut nous aider à créer une communauté qui se concentre sur ce qu'elle a en commun, c'est-à-dire la passion des jeux vidéo, plutôt que sur ce qui la divise. Notre passion est souvent incomprise et mal vue par la société, même si ça s'améliore, alors je rêve d'une communauté unie autour des jeux vidéo. Cette vue d'ensemble nous permet également d'élargir nos horizons et donc de soutenir l'innovation dans l'industrie du jeu vidéo. Je l'ai remarqué dans mon propre parcours de joueuse, ce qui me permet de maintenir ma passion pour les jeux vidéo, ce sont de plus en plus les jeux hybrides, parfois même expérimentaux, qui apportent un renouvellement notamment artistique. Certains de ces jeux viennent de la sphère indépendante, mais pas que. Il y a de grandes licences auxquelles on fait confiance, des jeux dont on sait par avance qu'on va passer un bon moment. Pour certaines personnes, ça sera Red Dead Redemption, d'autres Zelda ou Tomb Raider. Vous vous souvenez plutôt, je vous disais que mon premier coup de cœur avait été Final Fantasy VII. Alors redécouvrir mon jeu favori avec le remake, ça m'a forcément fait quelque chose. Mais je sais que je ne suis pas objective, c'est parce que Final Fantasy VII a une place spéciale dans mon cœur que j'ai ressenti ça aussi fortement. Mais en dehors de ces grandes expériences, il y a aussi toutes les autres. Ces jeux développés par des équipes plus modestes, parfois même par une seule personne, qui sont tout aussi importantes à mentionner. Un jeu qui m'a fait porter un regard nouveau sur ma pratique, c'est Life is Strange 1, sorti en 2015. En 2015, j'avais déjà plus de 10 ans d'expérience de jeu et Life is Strange m'a apporté un renouveau en parlant de thèmes habituellement peu abordés, en apportant une identité visuelle forte et en mettant au centre du gameplay la prise de décision. Avant de devenir un succès planétaire, il a été développé par une équipe relativement petite au sein de Dontnod. Je suis sûre que vous aussi, vous avez des jeux comme ça qui ont réussi à vous surprendre et qui vous ont particulièrement marqué, parce qu'ils avaient quelque chose d'unique. Quel que soit le jeu d'ailleurs, je ne suis pas là pour porter un jugement. Ce qui m'importe, c'est surtout de souligner l'impact que ça peut avoir sur notre vision des jeux vidéo en tant que joueuse et joueur, mais aussi sur l'industrie elle-même en venant bousculer des codes. Prendre des risques en sortant des standards, c'est aussi prendre un risque financier, pourtant c'est indispensable pour innover. Il est toujours plus simple d'être le second à exploiter les codes de quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Life is Strange m'a permis de totalement remplir mon besoin que je vous évoquais plus tôt, de faire des choix impactants afin de m'immerger totalement dans l'histoire. Mais vous vous souvenez, je vous parlais aussi des émotions qu'on aimerait ressentir plus, mais qu'on ressent peu ou pas du tout. Quelque chose que j'aimerais ressentir davantage, c'est le sentiment de détente. Et si vous avez déjà joué à Life is Strange 1, vous savez que ce n'est pas un jeu propice à la relaxation, puisque vous réfléchissez aux conséquences de tous vos choix. Alors, pour trouver un équilibre, j'ai besoin d'une variété de jeux pour les moments où je n'ai pas beaucoup d'énergie. Dans mon parcours, le jeu Spiritfarer a vraiment eu une place spéciale. Vous y incarnez Stella et vous exaucez les dernières volontés d'âme que vous recueillez sur votre bateau. C'est un jeu hybride qui mélange exploration, gestion du bateau et narration profonde sur un sujet peu abordé, la mort. En raison de ce côté hybride, j'ai toujours trouvé quelque chose que j'avais envie de faire selon mon humeur. Pourtant, à première vue, j'avais peur de m'ennuyer avant de lancer le jeu et qu'il soit trop lent. Mais j'ai décidé d'aller au-delà de cette première impression et j'ai passé une 60aine d'heures sur ce jeu sans aucun regret et sans jamais me forcer. C'est l'un des jeux ayant inspiré la vidéo que vous regardez actuellement, car je pense que votre meilleure prochaine expérience est peut-être un jeu qui sort de vos habitudes. Je pourrais vous parler d'autres jeux indés qui ont contribué à élargir mes horizons et à apporter du renouveau à l'industrie, mais ce serait vraiment trop long. Pour n'en citer que quelques-uns, j'ai aimé A Short Hike pour toutes ses surprises, Outer Wilds pour son gameplay, axé sur la curiosité et la connaissance, The Long Dark pour la beauté qu'il apporte à la survie, Celeste pour ses défis et son message, Undertale pour son humour cachant une remise en question de nos croyances, Unpacking pour sa narration environnementale, etc. Ces jeux auraient pu ne jamais voir le jour. Ils ont germé d'une idée, puis sont devenus des prototypes qui ont eu besoin d'un soutien à un ou plusieurs moments de leur parcours. Outer Wilds était un projet de fin d'études.
Undertale a été financé sur Kickstarter via une campagne de crowdfunding. Et c'est là que nous entrons en jeu en tant que joueuses et joueurs. Si nous apprenons à varier nos habitudes, à nous laisser surprendre par des idées différentes même imparfaites, alors nous pouvons activement soutenir l'innovation dans le secteur des jeux vidéo. Nous pouvons transformer et accompagner le potentiel que nous avons appris à voir et à apprécier. C'est pour cette raison que je suis particulièrement attachée aux Game Jam qui permettent de développer un jeu en l'espace de quelques jours pour tester ses idées, ou aux devlogs qui nous partagent un peu plus le quotidien de la création d'un jeu vidéo car ils permettent de se focaliser sur autre chose que le produit fini en nous engageant dans l'ensemble du processus. Nous avons beaucoup à y gagner et peu à perdre. Alors vous me direz, si, on a de l'argent à perdre, mais il y a plein de façons peu coûteuses et peu risquées de découvrir de nouveaux jeux. Sur Steam, il y a régulièrement des promos ou des démos gratuites lors de festivals, et vous pouvez toujours demander un remboursement dans les 14 jours si vous avez joué moins de 2 heures, donc vous avez largement le temps de tester. En fait, dans le fond, vous n'avez même pas besoin d'acheter les jeux que vous souhaitez découvrir. Vous pouvez commencer progressivement en regardant des streameuses et streamers pour vous familiariser à de nouveaux thèmes, de nouvelles mécaniques et façons de jouer. En se préparant de cette façon, vous favorisez déjà l'exploration pour la suite et sans vous en rendre compte, vous mettrez dans votre panier un jeu qui ne rentrait pas tout à fait dans vos critères de départ. Et qui sait, peut-être que ce sera l'une de vos meilleures expériences de jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Racontez-moi quel est votre parcours en tant que joueuse ou joueur. J'espère vous revoir bientôt et je vous souhaite une belle journée.